Bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Vous êtes bien sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors, toute cette semaine, j'ai été sur le terrain avec des partenaires en formation sol ou en profil. C'est toujours extrêmement intéressant et j'adore ça pour être franc. Et on recommence la semaine prochaine. Mais justement, après une semaine passée depuis la vidéo numéro 6 et 7 où nous avions fait un bilan des propositions du gouvernement qui avait entraîné, rappelez-vous, la levée des barrages et des manifestations. Nous avons fait 7 vidéos sur le sujet des manifestations agricoles. J'ai essayé d'expliquer à mon niveau les éléments de fond du pourquoi de cette crise. Il y a eu plus de 190 000 vues et plus de 3 000 commentaires que j'ai tous lus et à qui j'ai essayé de répondre quand c'était nécessaire. Nous avons parlé dans ces vidéos de la réalité, une partie en tout cas, du monde agricole. Alors au final, je vais vous poser 5 questions dans cette vidéo. 5 questions. Au final, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un s'intéresse vraiment à la vérité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à la vérité? Le qualificatif agriculteur indépendant est sorti dans la presse et dans le monde agricole. Mais finalement, c'est quoi être agriculteur indépendant? Les paysans sont-ils capables d'être indépendants? Et puis la dernière question, et si oui, s'ils sont capables d'être indépendants, comment? Alors si ça vous intéresse les amis, on est parti. Alors au final, où en sommes-nous aujourd'hui après la levée des barrages? Une semaine s'est passée, qu'en est-il des annonces? Alors à part les aides financières qui ont été annoncées, aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose, vous allez voir. Pour cela, je vous invite à regarder les autres vidéos que nous avons fait pour comprendre les aides financières qui ont été prévues. Pour l'arrêt d'Ecofito, vous savez, la revendication principale qui a plu à grand monde, laissez-nous travailler, il y en a ras-le-bol, blablabla. Comme je vous l'avais annoncé malheureusement, cela n'a aucune utilité puisque l'Europe, elle, continue son travail. Et c'est vrai que dans la semaine, il y a eu l'arrêt de 4 molécules, dont une de plus est sur la sellette, jusqu'à la fin de l'année, et au moins 2 autres sont en attente. Alors les amis, ne vous faites pas leurrer par tout ça. C'était prévu, on le savait. Bien avant les manifestations, tout ce catalogue-là était prévu. Je vous l'ai expliqué, que l'arrêt d'Ecofito, entre guillemets, franco-français, ne citait pas l'arrêt de la diminution de l'usage des produits phytosanitaires, tout simplement en éliminant des produits. Donc des solutions pour les agriculteurs. Donc l'arrêt d'Ecofito ne résout pas le problème du manque de solutions qui se dessine à l'horizon un peu plus chaque année et de l'aberration de se concentrer que sur les produits restants qui souvent sont plus chers ou qui auront des conséquences sur l'environnement forcément. Donc tout ça on le savait déjà, donc écran de fumée à la poubelle. Pour les jachères, alors, amis citoyens, comment fonctionnaient les jachères en agriculture aujourd'hui avec la politique agricole commune? La règle, c'est 4% de jachères, donc de zones non cultivées, pouvant être ramenées à 3% si l'agriculteur met en place 4% de surface d'intérêt écologique, les fameux SIE, ce qui faisait 7% au total de terres non cultivées. La jachère 0% se traduirait par 7% quand même, mais que des SIE. C'est ça la réalité a priori qui se dessine et on n'aura pas un critère franco-français pour cette histoire-là. Encore une fois, donc pchit, écran de fumée, blabla, cinéma, contre-feu supplémentaire. Les CSP, alors amis citoyens, vous avez entendu parler, les agriculteurs, ah on est content, les CSP, blablabla. En fait, les mêmes qui étaient contents sont souvent, sans s'en rendre compte, ce duo, c'est eux qui l'avaient mis en place, en tout cas qui se sont organisés pour le faire passer aux agriculteurs avec la variabilité de prix. Alors qu'est-ce que le CSP? C'est le Conseil stratégique phytosanitaire. C'est un examen à passer qui permet à l'agriculteur de pouvoir passer un deuxième examen qui s'appelle le certifito. Voilà, sans ça, il ne peut pas le passer. Vous vous rendez compte? C'est unique, c'est un truc de dingue. Ça n'existe qu'en agriculture, ce genre de choses, comme les cotisations volontaires obligatoires. On a ça aussi en agriculture. Et oui, je sais, c'est pas simple. Alors c'est la mesure iconique du mouvement, mais en fait on s'aperçoit que c'est juste un report, puisque certains renouvellements de certificato, a priori, vont nécessiter que les gens passent quand même ce CSP, d'autant que tout le monde s'est organisé autour pour prendre beaucoup d'argent, ça va de 60 € pour nous, qui est le prix coûtant que nous a coûté la mise en place de notre logiciel, qui est réservé qu'à nos partenaires, je précise, avant que vous nous écriviez,
jusqu'à plus de 800 € selon les départements par les chambres d'agriculture, donc je vous inviterai à regarder les vidéos, qui sont l'émanation des représentants professionnels agricoles. Donc c'est nous-mêmes qui nous sommes mis en place ça, les AS entreprises aussi, qui sont les centres de compta de la FNSEA, et c'est la même chose avec les CER et tout ça, qui finalement se sont engouffrés dans la brèche, et même beaucoup de conseillers indépendants d'ailleurs qui apprécient de cet argent facile, mais qui pour nous est complètement illégitime. On aurait honte de prendre de l'argent à nos partenaires pour faire ce type de choses qui ne sert strictement à rien. Donc c'est un report, ne croyez pas trop que ce sera une annulation. Alors maintenant, si on en arrive à la deuxième question, est-ce que l'on s'intéresse vraiment à la vérité ? Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, après 51 ans de présence sur Terre, 28 ans comme agriculteur, 20 ans autour et avec le monde agricole, 2 ans et demi de vidéos et de réseaux sociaux, des milliers d'échanges, des milliers d'écrits de toute nature et la lecture de nombreux commentaires, eh bien les amis, je ne crois pas. Vous voyez les vidéos que nous avons fait là sur les manifestations, il y a eu plus de 190 000 vues, il y a eu plus de 3000 commentaires que j'ai tous lus. J'ai essayé de vous répondre, eh bien moi je ne crois pas qu'on cherche vraiment la vérité, puisque peu de gens en ont au final le courage. C'est sans doute valable pour le reste de la société. Pourquoi ? Car la vérité factuelle, elle est beaucoup plus difficile à appréhender, elle prend du temps, elle nécessite une introduction, un développement et une conclusion dans un monde qui s'arrête aux introductions. C'est impossible de fonctionner comme ça. Le monde aujourd'hui s'appauvrit au niveau intellectuel pour ces raisons-là. On n'a plus de réflexion, on n'a plus de raisonnement, puisqu'on se contente de regarder des slogans, des vignettes, des slogans presque publicitaires, et qu'on ne regarde que certaines vidéos en ne regardant que des introductions ou en lisant les choses en travers, comme c'est souvent le cas. Le monde agricole est très friand de slogans, au final, des slogans plutôt simplistes. On a la même chose en politique. FNSEA égale mafia. Allez hop, on fait la une des journaux, on se croit presque revenu au temps de la terreur, où on va lapider Jérôme Bail, qui aujourd'hui est bon à pendre, alors que cet homme, il n'a fait que respecter son engagement. Il a demandé 3 choses, il les a obtenues, il a tenu sa parole, il a stoppé ses manifestations. Il n'avait pas ceux qui voulaient manifester, il pouvait continuer, mais pour autre chose. En tout cas, lui, il a tenu sa parole, quoi qu'on en dise. Et ça, aujourd'hui, c'est tellement rare qu'on pourrait peut-être le souligner, plutôt que de le traiter de tous les noms. L'arrêt des cophytos, un beau slogan, jachère zéro, laissez-nous travailler. Tous pourrir, ça c'est le plus courant, c'est le plus facile à faire. Alors vous voyez, au final, je pense qu'un des problèmes, c'est ça, c'est vraiment le recul, le temps nécessaire, l'investissement et la curiosité qui est nécessaire pour connaître la vérité, car il n'y a pas des vérités, il n'y a souvent qu'une vérité, avec différentes nuances. Mais lorsque l'on reste dans certains milieux, toujours les mêmes, qui peuvent nous conduire à avoir une forme de pensée qu'il est très très difficile de transformer. Il est très difficile de reconnecter les fils pour avoir certains raisonnements qui nous semblent à nous naturels. Alors la troisième question, les paysans sont-ils capables d'être indépendants, et si oui, comment? Alors oui, je pense que les paysans sont capables d'être indépendants, puisque indépendant est un mot qui est arrivé en sortir des manifestations. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit agriculteurs indépendants, etc., qui revendiquaient cette notion d'indépendance. Alors justement, je vais essayer pour vous de la préciser et pourquoi c'est difficile pour un agriculteur d'être indépendant, mais qu'ils en sont capables. Alors je pense qu'aujourd'hui, ça correspond à une minorité. Peut-être un jour, 10% des agriculteurs seront réellement indépendants de pensée. Mon espoir, c'est que ce soit beaucoup plus, mais je pense que dans l'état actuel des choses, aujourd'hui, c'est le cas. Et c'est un peu suite à des expériences récentes, tout ce que je fais avec la chaîne, etc., c'est aussi pour sentir la température, le fonctionnement, comment fonctionne le monde agricole. J'apprends beaucoup au niveau humain. Et je constate finalement que pourquoi c'est une minorité? Parce que ça commence dès l'éducation. En réalité, le rôle de la famille, des parents dans le monde agricole, mais c'est sans doute valable dans le reste de la société, mais on va se concentrer sur le monde agricole, cette notion d'indépendance, lorsque les parents sont eux-mêmes indépendants de penser, qui parlent de tous les sujets avec leurs enfants, qui ne leur vendent pas du rêve, qu'ils sont attachés à pas une structure en particulier, qu'ils sont libres de penser, les enfants suivent souvent ce même chemin, et inversement. Dès l'école, dans notre école d'agriculture, on intègre des visites de la FNSEA et des JA qui nous présentent l'installation, on a le Crédit Agricole qui vient nous expliquer comment ils vont s'occuper de nous par la suite, la Mutualité Sociale Agricole, on nous explique comment marche le social en agriculture, les groupements de développement agricole, les chambres d'agriculture, bref, le tissu se met en place, une sorte de couloir très facilité, on est content d'installer un jeune, on te tape sur l'épaule, etc., etc. Et puis, il y a les autres
qui ne sont pas dans ces schémas-là, qui sont hors cadre familial, qui sont eux-mêmes des indépendants et qui savent la conséquence de suivre que ce couloir. Vous vous rappelez que l'instinct grégaire, comme on dit, c'est souvent lié aux animaux, mais c'est pas rare en agriculture, cette notion des moutons où plus on est ensemble et plus c'est chaleureux, plus on est en confiance et moins on risque de choses. L'instinct grégaire, c'est ça, on se met ensemble parce qu'on risque moins, en tout cas, c'est ce que l'on pense. Il se trouve que l'humain est plus complexe que les moutons. Alors ensuite, dès l'installation, on a les dotations jeunes agriculteurs, il y a le Crédit Agricole, les chambres d'agriculture qui vous aident à faire les dossiers. Mais nous, dans notre département, 50% des jeunes s'installent hors cadre de tout ça, c'est-à-dire qu'ils s'installent de manière autonome et indépendante car ils ne veulent pas rentrer dans ces circuits-là. Donc c'est bien déjà des choses qui existent sur le terrain, mais dont on ne prend pas beaucoup conscience. Donc augmenter une dotation jeune agriculteur qui était une revendication ne va servir qu'à quelques-uns, à quelques initiés, encore une fois. Et ça, c'est une vérité qu'il faut prendre le temps d'aller explorer. Ensuite, il y a dans la vie de l'agriculteur, lorsqu'on est installé, comment ça se passe? On peut avoir ou rechercher une certaine reconnaissance sociale, c'est un métier un peu solitaire parfois. Être administrateur dans un de ces organismes, c'est souvent valorisant, même si parfois beaucoup n'appréhendent pas les réalités des chiffres ou de ce qui leur est exposé, ils sont juste là pour faire acte de présence. D'autres vont s'investir dans un syndicat avec une réelle volonté de changer les choses. D'autres vont être aussi dans un syndicat pour des éléments beaucoup plus vils, comme l'agrandissement, les amis. Une des raisons principales que j'ai pu détecter après toutes ces années, lorsque je discute avec des agriculteurs qui disent « bah oui, mais tu vois bien, moi je voulais installer mon fils, je voulais pas être embêté, etc. » C'est quelque chose de très courant, où j'ai une surface moyenne et je voudrais pouvoir m'agrandir, que d'être dans le syndicat qui va gérer les commissions départementales des structures qui permettent de gérer un petit peu qui fait quoi. Et d'ailleurs, si on regarde autour de nous, les plus grosses fermes ne sont pas des fermes de gens qui ne sont pas dans des syndicats agricoles. C'est très très rare. Je ne veux pas donner de nom tout de suite en tout cas, mais je pourrais le faire. Donc l'agrandissement est une des raisons principales de l'adhésion à des syndicats, la gestion de la terre, mais aussi la gestion du juridique, une certaine forme de protection juridique liée au fait d'être dans ce type d'organisme. Alors finalement, j'ai fait une expérience hier sur Facebook en transmettant le logo qui est derrière moi, où il y a juste écrit « agriculteur indépendant » avec une plante et la notion d'approche globale, le fait que ce n'est pas un logo commercial, c'est quelque chose qu'on utilise pour donner à nos partenaires qui sont fiers de le revendiquer sur leur blouson, etc. Et pour certains, ils l'obtiennent, entre guillemets, au bout de 4-5 ans de présence avec nous, puisque c'est quelque chose qui prend du temps. On n'est pas tout de suite autonome et indépendant de penser, ça prend du temps, et pour beaucoup, ils retrouvent le plaisir de leur métier, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent. Et moi, j'ai juste mis ça en ligne en disant, ben voilà, avec un petit speech que je vais vous lire, qu'est-ce que la notion d'agriculteur indépendant? Et là, tout de suite, sont arrivés des mots de votre part, des commentaires. Le mot « oui, mais je suis dans une coopérative, donc je ne peux pas mettre ça ». « Oui, je suis dans un syndicat, mais donc je ne suis donc pas indépendant, alors c'est ça que ça veut dire. Oui, mais tu touches la PAC, donc de toute façon, tu n'es pas indépendant. Bah, moi, je travaille dans une banque et je suis agriculteur, donc je ne peux pas mettre ça. » Vous vous rendez compte? Ça veut dire que ces organismes que vous citez nous rendent dépendants finalement? C'est ça que vous êtes en train de me dire? On ne peut donc pas être agriculteur indépendant tout en travaillant avec une coopérative? On ne peut pas être agriculteur indépendant et être dans un syndicat? Eh bien, vous les avez, les symptômes, les amis. Vous avez pourquoi ce sera toujours réservé qu'à une minorité si on ne change pas les choses, si on ne refait pas un peu redresser la tête et essayer de voir comment on peut être indépendant. Alors, qu'est-ce qui domine dans tout ça? C'est la peur, les amis. La peur. Le nombre d'entre vous qui, depuis que je suis gamin, lorsque l'on dit les choses, me disent « mais Yon, t'as pas peur » ou machin, c'est impressionnant. C'est unique, c'est quelque chose qui ne doit pas exister, je pense, dans les autres professions. Alors certains disent « oui, mais tu touches la PAC, donc on ne peut pas être indépendant si on touche la PAC ». Indépendant, ça ne veut pas dire stupide. Indépendant, ça veut dire pragmatique. À défaut de pouvoir faire autrement, moi j'y travaille à réfléchir comment je vais pouvoir la quitter, mais il ne faut pas être stupide et revendiquer ça comme on ne va pas faire n'importe quoi. Alors indépendant, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'on est libre de penser par soi-même, c'est juste ça. Donc il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas de notion économique, il n'y a rien du tout. Donc certains ont parlé de secte, etc. On ne va pas rentrer dans une secte. Alors c'est une minorité qui dit ça, mais c'est juste pour dire que d'autres le pensent et ne l'ont pas écrit. Mais ce n'est pas une secte d'être agriculteur indépendant. D'ailleurs, pour travailler avec nous, on ne rentre pas comme on veut, alors que dans une secte, pas de problème, tu rentres quand tu veux, tu as plus de mal à en sortir. Avec nous, tu sors quand tu as envie, il n'y a pas de problème. Et là, ce n'est pas être avec nous que d'écrire à agriculteur indépendant, de se revendiquer indépendant. Cela signifie aussi que l'on n'a pas peur de rien ni de personne, parce qu'on est libre au final. Être libre, c'est ne pas avoir peur. C'est quand on n'est pas libre qu'on a peur. C'est important de le dire. Indépendant, ce n'est pas être pour ou contre, ce n'est pas l'autarcie, ce n'est pas l'individualisme.
Ce n'est pas être un rebelle révolutionnaire derrière son clavier, tous pourris, moi je suis indépendant, blablabla. C'est ce qu'on commence à voir arriver. C'est juste être maître chez soi. C'est pas très compliqué. Et se battre pour le rester chaque jour, protéger sa famille, dans le respect des autres, mais en faisant les choses comme on les juge nécessaires. Et ça, c'est important. Comme vous les jugez nécessaires. Pas parce que machin vous l'a dit, que ce soit moi ou un autre. Nous, on est les gourous de personne et nos partenaires, ils le savent très bien. Et on refuse ça. D'ailleurs, on refuse même la préconisation. C'est pour vous dire. Enfin bref. Être agriculteur indépendant, c'est sans doute aussi se battre pour une certaine idée de l'agriculture, de la paysannerie, de la nature, et être conscient de ses droits, mais aussi de ses devoirs. Et ça, déjà, ça va tout de suite faire une grande différence, car il y a beaucoup trop de monde dans le monde agricole qui se croient seul au monde, qui s'estiment être exploitants, et que c'est eux qui savent, et qu'il y a les fameux bobos, etc. Ce n'est pas la réalité. Les citoyens ne sont pas tous des bobos, c'est une minorité qui peut justement contrecarrer les plans de certains agriculteurs, mais dans les faits, c'est pas ça. Il faut expliquer aux gens, on a ce devoir-là, et peut-être qu'être indépendant, c'est justement par cette liberté de parole, et c'est ce que j'essaye de faire à mon petit niveau, de plutôt parler des vérités dont on n'ose pas parler par peur, encore une fois. Ce n'est pas un exploitant agricole, on est bien d'accord, c'est un fermier, un cultivateur, un paysan, tout ce que vous voulez, qui voit son avenir, mais aussi celui de la société et du monde. On est concerné par ça. Indépendant ne veut donc pas dire seul au monde, on a le droit et le respect des gens qui sont libres. Ça aussi, ce droit au respect, je vais vous en parler en fin de vidéo. On peut parfaitement être membre d'un syndicat et s'estimer être un agriculteur indépendant. Et si ce n'est pas le cas, l'agriculteur indépendant quitte le syndicat. Vous êtes beaucoup à râler de tout ce qui se passe, etc. Vous en parlez sans arrêt, hein. Moi je le vois sur les 3000 commentaires là, mais il suffit de ne pas y aller, puis c'est tout, vous vous en allez, et puis vous faites sauter les bureaux comme certains sont en train de le faire, certains sont en train de se regrouper entre syndicats malgré la hiérarchie, etc. Il y a en ce moment beaucoup de rififi et de réorganisation à l'intérieur même des syndicats, et c'est extrêmement positif, et c'est ce qui va ressortir de tout ça. Et ils seront tous peut-être toujours dans les syndicats, mais ils seront des agriculteurs indépendants. Voilà, c'est ça l'idée. On peut être dans un membre d'un conseil d'administration de coopérative et être parfaitement indépendant. En tout cas, c'est ce qui devrait se passer, et ne pas avoir cette espèce de raisonnement global que plus personne n'est indépendant. En même temps, c'est peut-être aussi la réalité. Donc on peut parfois se considérer comme un agriculteur indépendant si on respecte et qu'on se bat pour faire respecter ses principes. Alors un agriculteur indépendant, une des caractéristiques à mon humble avis, te regarde dans les yeux lorsqu'il te serre la main, car il n'a pas besoin d'être fourbe ou lâche ou calculateur en baissant le regard. Faites-y attention, vous allez découvrir beaucoup de choses. Il n'a pas peur non plus de ton regard, car il n'a pas besoin de t'utiliser toi. Moi je n'ai pas besoin de vous utiliser, moi je peux reprendre ma vie demain comme si de rien n'était. Donc j'ai aucun intérêt, je le dis, je le redis, hein, j'ai plutôt des inconvénients même à tout ça. Il n'a donc pas peur du regard, il n'a pas besoin de t'utiliser pour avancer ou arriver à ses fins. Et ça, c'est très important. Et pour finir, parce qu'on pourrait vraiment faire un livre, je vous dirais qu'être agriculteur indépendant, c'est retrouver la fierté de son métier. Et j'ai trop vu de gens entre vous dans vos commentaires qui sont trop tristes, trop résignés, trop démotivés, trop désolés, trop dépités pour rester fiers. C'est vous qui avez raison, c'est votre métier qui fait que vous avez de toute façon raison. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, on a trop délégué de choses, on a même abandonné beaucoup de souveraineté sur nos fermes. C'est ça la réalité. Et être indépendant, c'est reprendre ça en main. Et si vous voyez le regard de beaucoup de partenaires qui en 2-3 ans reprennent goût à leur métier tout simplement parce qu'ils se sentent plus forts, ils ouvrent leur local phyto, ils savent à quoi ça sert, pourquoi, quelle dose ils en mettent, ils n'ont pas besoin de pression d'X ou Y ou de SMS ou de fax, etc. Retrouver ce qui fait nos compétences d'agriculteur et notre fierté de l'être et de le rester. On ne naît pas agriculteur indépendant. Il n'y a personne qui débarque sur la terre et qui est suffisamment fort intellectuellement et mentalement pour être indépendant. Ce n'est pas vrai. Par contre, on apprend à le devenir et on le devient. Ce n'est pas quelque chose où on sélectionne les gens d'avance. Ceux qui vous disent ça, c'est pour vous garder sous une coupe indirectement. Alors, indépendant comment? Et là, c'est répondre à la dernière question et ce sera la conclusion. La première des choses, c'est qu'il ne faut pas être naïf et le meilleur investissement que je peux vous conseiller après la bêche, c'est d'acheter un portail. Un portail, les amis, une chaîne, tout ce que vous voulez pour fermer l'accès à votre ferme. C'est très important. Vous allez voir la vie autrement, je vous le garantis. Tous ceux qui le font le savent. Plus de gens qui viennent vous désorganiser alors qu'il n'était pas prévu qu'ils viennent. Plus de gens qui viennent vous raconter les ragots qui vous entourent, qui vous mettent une pression parce que bidule, il a déjà fini alors que toi, tu n'as même pas commencé. Tout ce qui vous pourrit la vie et vous fait vous sentir vous dévaloriser dans bien des cas. Après, la relation sociale existe, mais on fait venir les gens qu'on a envie qu'ils viennent. On n'a pas des gens qui passent leur temps à venir. Et si vous connaissiez le commerce autour du monde agricole, vous saurez que tous ceux qui transportent un ou deux bidons dans leur voiture, cette vente-là, c'est la plus rentable de toutes les entreprises qui vous entourent. C'est valable pour tout le monde, tous ceux qui vous entourent, sachez-le.
La deuxième des choses pour être un agriculteur indépendant, c'est basique, mais c'est être curieux. C'est être curieux, bon sang, et s'informer. Et ça prend du temps. C'est dans votre vie d'agriculteur, c'est au moins 1 heure par jour de s'informer de quelque manière que ce soit. Et c'est pas aller regarder des tas de ferrailles, etc. S'informer, c'est avoir quelques adresses, ou en tout cas où vous êtes professionnel à ce moment-là. Même un matin à 8 heures, vous êtes dans votre bureau, de passer 1 heure à regarder des éléments ou à lire des documents, ça fait partie de votre métier. Et des informations variées. Et ensuite, faites confiance à quelques-uns qui vous donnent ces informations, qui vous accompagnent, des prestataires qui travaillent avec vous, pour leur faire confiance. Ce déni de confiance, c'est nul. On n'arrive à rien quand on a confiance en personne et qu'on est sur sa ferme en pensant que, voilà, un peu schizo, un peu tout ça. Non, non, il y a un moment donné, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des gens très bien autour de vous. Les tous pourris, ça ne marche pas. Les achats. En fermant votre ferme, en limitant l'accès, vous allez voir ce que vous allez gagner comme autonomie, comme réflexion et comme perte éventuelle journalière ou dans la semaine d'acheter un truc qui ne vous sert à rien parce que vous êtes quelqu'un de gentil, vous payez un café au gars, bon allez, je te prends un truc pour te faire plaisir. Enfin, on en est là parfois. C'est important. Les groupements d'achat, et je vous donnerai en conclusion le témoignage d'un agriculteur qui m'a contacté pour me faire part de son expérience, qui est une expérience qu'on a régulièrement autour de nous, sur les groupements d'achat, puisque beaucoup d'entre vous, sont encore dans une idée que là où vous êtes, au chaud, c'est là le mieux, et vous allez voir que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et il y a même des coopératives indépendantes qui nous ont contactés, et avec qui on va certainement travailler ensemble, parce qu'ils veulent l'intérêt de l'agriculteur. Et on ne peut pas avoir des organismes qui grossissent alors que l'intérêt de l'agriculteur ne fait que diminuer. Un ami ancien industriel dans le lait m'expliquait hier que l'objectif, c'est d'éloigner l'agriculteur de toutes les réalités. C'est l'objectif de l'industriel. Un industriel laitier connaît parfaitement au centime près les coûts de production d'un éleveur laitier. Mais il est hors de question de mettre ça dans l'équation, ils ont déjà bien assez à gérer avec la grande distribution. Ça, c'est une vérité qui mérite d'être cherchée, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans une vidéo dédiée. Les dépenses, comme les OAD, en ce moment, certains d'entre vous dépensent 15, 18, 20 euros de l'hectare pour des photos satellites pour réduire l'azote. Mais vous n'êtes pas bien, non? Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Le gasoil, comment on peut avoir des gens à 150 litres l'hectare pour la même fonction, la même production que d'autres à 50 litres? La curiosité veut dire, oh bah non, c'est pas possible, lui c'est nul. Non, on doit s'y intéresser, bon sang. Les marges de manœuvre sont bien plus importantes que sur quelques centimes de GNR économisés par une taxation qui va s'en aller. Pragmatisme, ça je pense que ça c'est inéluctable, c'est capital. Et pour finir, le respect, et je vais conclure cette vidéo là-dessus, sur le respect. Je vous préviens désormais, après vous en penserez ce que vous voulez, que tout commentaire qui commencera sur ma chaîne sans une phrase de politesse sera effacé immédiatement, en tout cas dès que je le verrai, et je ne perdrai plus mon temps à répondre. Pourquoi? La politesse, c'est comme une porte d'entrée dans la communication. Quand on n'est pas poli, on n'ouvre pas la porte pour discuter avec l'autre. Lorsqu'on n'est pas poli, on veut juste dire sa vérité. C'est moi le plus important, ta réponse, je m'en fous d'avance, je suis là juste pour dire moi ce que j'ai à dire. C'est pas ce qu'on cherche. Dans les commentaires, on cherche un échange. Énormément d'entre vous lisez les commentaires. Et moi, je pense mériter un petit peu de respect, même beaucoup de respect, comme n'importe qui. Bonjour Sam, bonjour, le minimum, mais qui fait qu'on est en train de vouloir échanger. Voilà, c'est clair, j'ai fait des années que j'essaye de ne pas faire attention à ça, maintenant ça suffit. Ça, voilà, ça ne me plaît pas, c'est pas mon fonctionnement, je n'ai pas été éduqué comme ça. Alors je vais continuer mon petit travail de fourmi sur la chaîne et revenir à plus de fondamentaux techniques, voilà, des avis sur ce qui se passe sur le terrain, etc. On reparlera un petit peu d'économie aussi avec la formation des ETA, là, un petit peu des choses aussi basiques que ça. C'est important, je pense, que l'information circule. J'utiliserai aussi des informations qui me sont remontées. On ira rencontrer un apiculteur aussi. Bref, on a des choses à faire. Après, c'est le temps et ça restera toujours secondaire par rapport à mon boulot. Et voilà, et physiquement, il y a des moments où je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas être parti toute la semaine, faire mon boulot ici et ainsi de suite. Donc, c'est important de le dire que ce sera toujours en second, mais avec une importance pour moi importante. Alors, vous dire aussi, pour conclure, le témoignage d'un agriculteur qui me dit « Bonjour Sam, suite à ton message, je te fais mon retour, comment ça se passe avec les négoces du coin, puisque vous savez qu'on rencontre la semaine prochaine avec Mathieu, monsieur Dominique Potier, qui est député en Meurthe-et-Moselle, et qui est aussi le responsable, le rapporteur de la commission d'enquête sur la loi Egalim. Alors nous, on la connaît bien, puisqu'en tant que conseiller indépendant, vis-à-vis de la séparation conseil-vente du phyto, on maîtrise plutôt le sujet et on devrait lui donner des informations qu'il n'aura pas eues ailleurs. Et ce témoignage en est l'exemple. Donc que nous dit cet agriculteur? Il me dit voilà, depuis la loi Egalim, j'ai toujours le même technico-commercial qui me fait la vente et le conseil. Mais depuis cette loi, j'ai deux options qui se présentent à moi. Soit je prends les phytos chez eux sans conseil technique, pas le droit de ramener les semences dans la coopérative,
le négoce, pas le droit de ramener les phytos dans le négoce, pas le droit au contrat de marché à terme, vous savez, pour vendre les céréales sur les marchés à terme, pas le droit aux acomptes, j'ai droit qu'à vendre à un prix ferme le jour J. La deuxième solution, deuxième option qui m'est proposée, tout continue comme avant, j'ai toujours du conseil, enfin surtout de la préconisation, j'ai le droit de ramener mes semences, j'ai le droit de ramener mes phytos, j'ai le droit à toutes sortes de contrats, plus 2 € de la tonne sur certains, sur les céréales, 2% de réduction sur ma commande de phyto si je paye tout de suite. Mais mes produits, je les paye 15 à 20% plus cher, et ça c'est dans le meilleur des cas, que la première option. Et ça c'est pour payer le conseil. Alors que ces entreprises-là ont choisi la vente. C'est totalement illégal, mais c'est courant. Et vous allez voir que l'agriculteur nous dit en gros rien ne change. Si je prends l'option sans conseiller, le prix reste toujours plus cher que dans un groupement d'achat extérieur, à ce que je payais avant. Et sur 150 hectares, entre le prix où je paye mes produits avec la formule conseil et le prix où j'aurai ces produits en les prenant ailleurs, l'écart pour moi sur ma ferme de 150 hectares, c'est de 8 000 €. Nous, on dit en gros 5 à 6 000 € des 100 hectares. C'est très simple à dire. Donc, ça lui fait un conseil à 50 € de l'hectare, les amis. 50 € de l'hectare. C'est quasiment 10 fois le prix que nous prenons à l'hectare pour une prestation conseil de A à Z. C'est une honte. C'est une honte. Voilà. Donc, on parlera dans d'autres vidéos comment on peut acheter ces phytos moins cher, mais pour pouvoir acheter ces phytos, il faut avoir un minimum de compétences pour pouvoir soi-même faire ses programmes, avoir les éléments de réflexion pour comprendre comment marchent les produits phytos. Et les économies, 5 à 8 000 € sur une ferme, c'est quand même pas rien. C'est presque la moitié du résultat finalement dans certains cas. 20 000 € sur 150 hectares, 20, 25 000, 30 000 les bonnes années. C'est ça la réalité, je parle en grande culture. Il faut quand même qu'on se dise un peu les choses. Donc voilà, donc la vérité prend du temps. Il y a une introduction, un développement, une conclusion. Donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, eh bien vous avez de grandes chances d'être quelqu'un d'indépendant parce que c'est en regardant les choses dans leur entièreté qu'on peut comprendre, je pense. En tout cas, c'est ma façon de fonctionner. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et puis les amis, je vous dis à très très bientôt et sachez que j'essaierai toujours de faire mon mieux pour échanger avec vous, créer cette communauté qui prend de l'ampleur petit à petit et qui nous permet à tous d'apprendre des choses à la fois humainement, techniquement, voilà, sur ce qui se passe dans le monde agricole. Et c'est un vrai bonheur, en tout cas avec ceux qui le méritent. Alors je vous dis à bientôt.